– 18h et les poussières de seconde à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Jour spécial, jour unique au Cameroun. Nous sommes le 12 octobre 2025, jour où les Camerounais, dans leur immense majorité, sont sortis pour choisir celui-là qui aura la chance de présider aux destinées pendant 7 ans de notre pays. On va ensemble, durant ces presque 1h52 de direct sur Info TV, revenir sur ce jour, je l'ai dit, particulier, mais aussi encore revenir sur le processus qui a amené à ce jour. On va évoquer toute la démarche vers la présidentielle d'aujourd'hui. On va ensemble essayer d'observer le jeu des acteurs, mais surtout tirer les premiers enseignements lorsque l'on sait qu'à l'heure actuelle, les bureaux, ou alors la quasi-totalité des bureaux sont véritablement en train de se fermer au Cameroun. On a quelques résultats déjà de l'étranger. On reviendra durant le déroulé de cette émission, de ce plateau spécial sur justement les premiers résultats, les premières analyses, les premières tendances. Aussi, on va essayer justement de ne pas faire le travail qui n'est pas le nôtre en vous présentant quelques extraits justement de ce jour de vote, jour spécial au Cameroun, je l'ai dit. Et pour ce faire, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, nous sommes accompagnés de confrères journalistes, d'hommes politiques, de la société civile, bien évidemment, et surtout de stratèges. Et je vais commencer donc l'exercice qui est le mien, celui de la présentation avec à ma droite, je l'ai dit, un géostratège, le docteur colonel Didier Badjek, va nous accompagner durant ces 1h52. Avec lui, on va revenir sur, justement, je l'ai dit, les éléments de langage qui ont beaucoup fait parler, alors que l'on a vu les acteurs, les 11 sur le terrain, et ce jour, on les a vus aussi aller exprimer leurs devoirs citoyens. Docteur Badjek, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs, que je présume être suffisamment nombreux d'ailleurs devant leur écran pour suivre un peu le décryptage que nous allons faire, que moi je pourrais plutôt appeler décryptage de l'après-vote. Nous espérons aussi que dans nos éléments de langage, nous n'allons pas déraper, parce que ça a été une coutume avérée tout au long de l'élection. On a même surpris des personnes insoupçonnées se fendre dans certaines déclarations qui nous ont paru pour le moins un peu osées. Mais nous espérons qu'après cette élection, le Cameroun continuera à vivre et que ensemble, l'on pourra le bâtir. Merci, Dr Badjek, pour la présence. Je m'en vais à ma gauche avec l'acteur des sciences sociales, Dr Jean de Dieu, vous venez parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Mbarga. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir aux discutants. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les DP de certaines presses qui ont voulu relayer chaleureusement notre travail au niveau de la société civile avec cette tribune que nous avons produite parlant de la société civile comme un instrument du savoir au-delà de l'émancipation et de l'éducation à la citoyenneté. Donc je voudrais nommer là le DP Somba et de la République et du journal Intégration qui ont relayé cette tribune et je voudrais leur dire merci particulièrement pour ce travail qui nous permet de porter la voix de la société civile au-delà de nos plateformes. Merci Jean de Dieu Evuna. Lui, il est acteur politique et il nous vient de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Mais ce soir, il a cette posture particulière qui fait de lui un allié du FSNC. Monsieur le maire, Sylvain Seignac, bonsoir et bienvenue. Stéphane Baga, bonsoir. Merci de me convier à ce débat qui, comme vous l'avez dit, aura pour matrice centrale
le décryptage, l'analyse des premiers signes, mais également de la campagne, de comment il s'est passé. Tout à fait. C'est tout bonheur que je suis ici. Mon jeune frère qui est en face de moi, là, vous dites, mon bonheur est heureux. Le mien est effectivement heureux ce soir. De partager le plateau avec des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Merci. Merci, M. Niek, pour la présence. Timothée Somba, puisque vous avez été introduit par la fameuse formule, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est Fan Barga. Mon bonheur est particulièrement heureux de retrouver la scène après 2 semaines que je considère comme des semaines de musellement, ce qui me permet de tirer la sonnette d'alarme sur le Conseil national de la communication qui, ma foi, confond les rôles. Parce qu'il est inadmissible que pendant 2 semaines, on estime que seuls les représentants des partis politiques ont droit de s'exprimer au niveau des médias. C'est de l'inédit que je n'ai jamais vu ailleurs dans le monde entier, que des analystes politiques, des consultants et des journalistes soient privés de parole au motif de ce que seuls les représentants des partis politiques et les représentants des candidats peuvent s'exprimer. Quel type de société voulons-nous construire avec ce type de discrimination, avec ce type de musellement? J'ose croire que les raisons qui sont les leurs étaient légitimes ou alors étaient bonnes et peut-être nourries de certaines informations dont ils disposeraient et qui ne nous sont pas parvenues. Je suis tout simplement content de retrouver l'espace médiatique, surtout en compagnie des illustres copanélistes pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Je vous le disais en off hier, dès que vous me dites que le colonel Bajek est sur le plateau, je suis heureux d'être là. Merci pour les secrets trahis, Timothée et Somba. On va tout doucement, je l'ai dit, revenir sur quelques moments de cette campagne. Je commence avec vous, Dr Bajek, puisque la campagne est achevée et que le vote aussi, je suppose, aussi est achevé. Alors, qu'est-ce qui vous aura, vous, justement, le géostratège, l'expert en communication, c'est une casquette que beaucoup oublient, qui vous aura particulièrement marqué durant cette campagne? On a vu, justement, des acteurs politiques ici et là, on a vu des alliances, on a vu des coups de gueule, on a vu des querelles de couleurs, on a vu du tout, du bon, du moins bon. Qu'est-ce qui vous, en tant qu'observateur attentif, vous aura marqué? Est-ce que je peux parler sincèrement? Parlez, mon colonel. Je vous dis que j'ai été malheureusement surpris par l'extériorisation d'une incurie scientifique que je n'attendais pas de certaines personnes qui sont des scientifiques et qui ont été engagés, n'est-ce pas, comme par viscosité, dans de la flagornerie dans certains moments, ou alors qui ont été entraînés dans un regard plein de, je veux dire, plein d'excitation, alors que le scientifique devrait avoir du recul. Alors, lorsqu'on invite un scientifique sur un plateau, c'est pour qu'il fasse déjà preuve d'un certain recul, d'une certaine réserve, et qu'il puisse mettre la science au service des téléspectateurs dans un langage qui est simple, mais où on peut comprendre, n'est-ce pas, les moments stratégiques qui ressortent de ce genre de participants à une émission. Mais ce qu'on a vu ici, c'est des défenseurs qui se sont engagés dans un désordre langagier et qui laissait vraiment à désirer. Moi, j'ai eu très honte pour la communauté scientifique à laquelle j'appartiens. Et je pense que lorsque nous sommes sur un plateau, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires et chacun a ses idées. Et lorsque moi je sors d'un plateau comme celui-ci, je vais ressortir enrichi de tout ce qui sera dit, parce que je suis un existentialiste pur, et comme Jean-Paul Sartre disait, la vérité n'est ni à moi ni à toi, elle est devant nous. Si tout le monde avait cette approche philosophique d'humilité, je pense qu'on regarderait ensemble devant. Un pays qui n'a pas une opposition solide est un pays qui marche sur la tête, encore plus un pays qui n'a pas un pouvoir qui est régi par une gouvernance pertinente. Alors, on peut faire avec tous ces acteurs quelque chose de bien. Il suffit d'avoir l'humilité de copier et d'écouter ce qui peut venir, n'est-ce pas, d'un autre acteur. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains qui ont la science infuse. Il y a certains qui sont venus ici démontrer le nombre d'années d'études qu'ils ont passées pour avoir une agrégation et pour dire de manière autoritaire aux autres de se taire. Et j'ai trouvé ça un peu fort de piment. Je vous dis que j'ai été surpris
vous voyez que ce n'est que très récemment que je me suis ouvert parce que j'étais encore sous le poids de la réserve mobilisable. Je n'avais pas le droit de m'exprimer avec autant de liberté. Mais je ne savais pas que c'était aussi difficile que d'affronter des gens qui n'ont pas de mesures, qui n'ont pas de cadrage. Merci, Dr Badjek. Je suis convaincu désormais que vous êtes un téléspectateur attentif d'Info TV. Alors, je me tourne vers vous, Jean de Dieu Vouna, acteur de la société civile. Les sciences sociales n'ont aucun secret pour vous. Alors, nous étions en campagne, on a vu les foules, on a vu justement la mobilisation, on a aussi vu ce débat, cette querelle sur est-ce que la foule justement peut faire gagner une campagne. Qu'est-ce que l'acteur des sciences sociales dit? C'est possible ou alors c'est impossible tout simplement? Est-ce que la foule peut faire gagner une campagne? Je crois que c'est le peuple qui vote et non pas forcément la foule. Il faut savoir faire différencier entre la foule et le peuple. La foule, c'est des personnes qui parfois sont mélangées, comme vous allez m'excuser le terme, un terme biblique qui parle de ramassis. C'est-à-dire lorsque le peuple d'Israël sortait d'Israël, la libération a entraîné d'autres peuples qui n'étaient pas israélites et on les appelait les ramassis. Donc la foule donc entraîne avec elle ce qu'on appelle donc des ramassis, c'est là qui sont parfois des badauds, qui sont parfois des gens qui n'ont pas, sont pas inscrits sur les listes, les listes électorales, des personnes qui parfois ne savent même pas de quoi il est question. Et tout ce qui m'a simplement heurté au milieu de cette foule, c'est le discours tenu qui entretenait cette foule. Je prends l'exemple pour quelqu'un des sciences sociales comme moi, je suis toujours très sensible à ce qui est dit aux populations, à ce qui est adressé à la foule, à ce qui est adressé au peuple. Quand je vois un candidat, déjà je sais que lorsqu'on est candidat à la présidentielle, on a, je crois que le colonel Badjek ne va pas me contredire, on met à la disposition de chaque candidat des mesures de sécurité parce qu'il est présidentiable déjà. Mais écoutez un candidat qui va dans une région au milieu de cette foule et dire qu'il a contacté un sécessionniste, un chef sécessionniste, pour assurer sa sécurité. Et qui, pour assurer sa sécurité, je crois que il faut qu'on se le dise en face, comme le docteur Badjek a demandé, est-ce que vous voulez vraiment que je parle? Si on veut vraiment parler, je crois qu'on a un problème d'un construit juridique dans ce pays. Parce qu'il faut qu'après cela, que nous puissions expliquer qu'est-ce que cela veut dire. C'est-à-dire pour une masse populaire qui est comme en transe et qui vous écoute. C'est pour ça que quelqu'un me disait, il faut toujours préparer les discours. Un homme politique prépare les discours. Et j'ai aussi compris que la politique est un travail à plein temps et non à mi-temps. Un travail qui se veut sérieux. Un travail qui se construit 24 heures sur 24. Quand on s'engage en politique, on s'engage comme si on s'engageait à un sacerdoce. C'est-à-dire où le prêtre va à l'église, chaque matin, il se lève à 5 heures. Ce n'est pas un événement, c'est pas un événement saisonnier où on y arrive par embuscade ou alors on va par précipitation. C'est pour cela qu'on peut se retrouver avec des discours pareils où on dit clairement qu'on est amis, ancien ministre de surcroît. Lorsqu'on a été ministre 3 mois auparavant et qu'on dise aujourd'hui qu'on a demandé la sécurité d'un leader sécessionniste alors qu'il a été mis à votre disposition la sécurité nationale. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez renié la République, la sécurité de la République. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce peuple, à cette population qui est devant vous? Il faut le dire de manière claire qu'il faut qu'on cesse dans ce pays de manipuler le peuple, de manipuler les masses populaires qui ne demandent qu'une seule chose, pouvoir s'en sortir. Qui ne demande qu'une seule chose, avoir des leaders responsables, qui ne demande qu'une seule chose, avoir une culture politique qui puisse leur permettre de comprendre les enjeux sur le plan interne et sur le plan externe. Mais lorsqu'on a des hommes politiques qui se délectent de l'ignorance de cette population, de ces masses populaires, pour les manipuler, ça pose un sérieux danger, un sérieux problème de sécurité nationale.
Et je dirais donc que, en tant qu'acteur de la société civile et par-dessus expert des sciences sociales, ce qui m'intéresse, c'est la condition du peuple. C'est la condition de la population. Qu'est-ce qu'on met dans la tête de la population dans ces différents discours qui ont entretenu ces masses populaires. Merci Jean de Dieu Evouna. On retient que vous avez été heurté par les propos d'un candidat à la présidentielle qui justement a demandé, ou alors aurait demandé, puisqu'on a suivi des communications assez contradictoires sur la question, aurait demandé la protection et la sécurité d'un leader sécessionniste, ce qui, si cela s'avérait vrai, permettez-moi la tautologie, serait très grave. Monsieur Sylvestre Niek, l'autre candidat, votre candidat, justement a été pris à partie par une certaine opinion lorsqu'il s'est manifesté du côté justement des régions en crise et qu'il a, comme le déclare l'acteur de la société civile, demandé la sécurité à un leader sécessionniste, alors que justement l'État du Cameroun, lorsque vous êtes engagé dans la course à la présidentielle, met à votre disposition une certaine batterie sécuritaire pour que justement rien de fâcheux ne puisse vous arriver. Pensez-vous que ces propos d'abord sont avérés, sont-ils avérés, ou alors traduisez-nous le fond de la pensée de celui que vous soutenez jusqu'à présent? Stéphane Barga, j'allais vous dire que la campagne est terminée et qu'on n'a aucun intérêt aujourd'hui à tirer ce que les élections sont à la fin. La dernière fois que j'étais ici, j'ai expliqué le fond de la pensée du candidat Tiroma quant à la crise anglophone. Je rappelle, puisqu'on peut parler librement ici, tous ceux qui ont perdu des parents en zone anglophone savent comment on va au deuil là-bas. Ils savent comment on va au deuil, tout le monde le sait, y compris les ministres. Vous ne pouvez pas y aller sans vous soumettre, si vous voulez enterrer votre père, à la réalité du terrain. C'est les faits. Qui est laquelle? Qui est d'intégrer qu'il y a des gens hors la loi qui vous imposent une manière de faire. C'est des faits. Bien que la sécurité nationale soit à remercier et à encourager, il y a des choses auxquelles tout le monde se prête pour aller là-bas. Nous avons vu d'autres candidats là-bas. Bon, je vous dis encore, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai accompagné un préfet à enterrer son épouse. Je sais comment il a fait. Il nous a dit, vous m'aimez beaucoup, mais arrêtez-vous ici. Moi, je sais ce que j'ai fait, je vais enterrer ma femme en paix, je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Il dit, il est un préfet. Donc, et puis, Tiroma n'a jamais dit qu'il a reculé le problème, la sécurité d'un sécessionniste. Il n'a jamais dit. Tiroma a dit, il est clair dans son programme que ceux qui n'ont pas des centres de Camerounais sur l'aide seront libérés. Qui pour eux sont des prisonniers d'opinion. Ça veut dire que si quelqu'un ne pense pas comme vous, même sous la forme de l'État, ce n'est pas suffisant pour le mettre en prison. Il ne le cache pas. Et lorsque vous voulez faire ça, vous faites quoi? Vous prenez effectivement attache avec la branche politique des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Est-ce que vous savez qu'il y a des anglophones qui ne sont pas d'accord avec nous depuis très longtemps? Est-ce que parler avec eux est un crime? Non. C'est ça. Et il vous dit que s'il est élu, il va convoquer un dialogue national avec tout le monde, avec tous les sujets. Il n'y aura pas de sujet tabou. C'est ça que la question. Il n'a pas dit qu'il a reculé la sécurité d'un ambazonnier, non, c'est pas vrai. Maintenant, si les gens lisent l'aide comme ils veulent, je leur dis la campagne est terminée. Oui. Aujourd'hui, on tire les leçons. C'est pour ça que je ne parlais pas du ministre de l'administration territoriale, qui a un vocabulaire vulgaire, on le sait. Mais on n'est plus en campagne pour tirer sur lui. Je n'ai entendu personne ici parler de lui, du moins pour le moment. Parce que ce n'est pas le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait... Moi, la leçon que je tire, en dehors de la région du Sud, et Bolova précisément, où certaines personnes ont cru que d'autres candidats n'avaient pas accès, on a fait une campagne de gentlemen. Quel que soit je peux dire, les accents vocabulaires. Oui. On a fait une campagne où les gens sont sur leur tribu. Le vote tribal, ça peut être une réalité. Mais je n'ai entendu aucun candidat appeler au vote tribal. Et moi, ça m'a marqué. Il faut le dire clairement. Hein? Parce qu'il faut qu'on évolue quand même et qu'on apprécie les évolutions de la démocratie. Je dis, en dehors de peut-être un cas isolé, de Sud à Bolova, on a barré la route à certains gars qui n'étaient pas du Sud. On a vu ça nulle part. Même dans le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, on est en crise, on a vu les candidats battre campagne.
présenter leur projet. C'est ça qui m'intéresse. J'ai entendu également des gens dire que les Ghanéens n'avaient pas de programme politique. Je dois reconnaître que on peut ne pas aimer un programme politique, on peut ne pas l'apprécier, on peut ne pas être d'accord, mais chaque candidat avait un programme. Il faut dire également. Maintenant, pour le reste, je dis, vous savez, la campagne, j'ai également entendu que lors d'un meeting, on fait un discours, je suis désolé. Je n'ai vu aucun discours préparé, écrit lors d'un meeting politique dans le monde. On peut avoir ses notes, mais un meeting politique, c'est-à-dire la première qu'on prend lors d'un meeting, se gère en fonction de ceux qui vous écoutent. Oui. Si vous écrivez un discours lors d'un meeting politique, je ne sais pas comment vous allez faire. Il est possible qu'on ne vous suive pas. Dans une autre vie, qui est la mienne, que Timothée Somba connaît un peu, je sais ce que c'est que prendre la parole en public. Vous ne pouvez pas être un ancien et préparer votre cours, le lire. Vous ne pouvez pas. On ne fait pas ça. Mais vous avez... Mais on peut préparer un concours, un discours sans le lire, mais pouvoir... Je vous ai dit qu'on fait des notes. Justement, c'est justement... Les notes, c'est pour rester structuré. Mais les demandes de langage, on les gère au fur et à mesure. Mais dire que... Je vous ai écouté, non? Oui, mais dire qu'il n'a pas été... Est-ce que je vous ai écouté? On a requis la... Est-ce que je vous ai écouté? Et ce n'est pas vrai, les vidéos sont là. Est-ce que je vous ai écouté? Je pense que vous m'avez écouté. Et je vous écoute aussi. Rendez-moi le minimum possible dans ce domaine. Le minimum, vraiment. Encore que vous avez fait les amphis, vous savez de quoi on parle. J'ai dit, un discours ne peut pas se préparer pour un meeting. Parce que c'est ce que le peuple revendique que vous leur donnez. Deuxième chose, j'ai entendu ici la notion de foule. La foule, ce mépris qu'on peut avoir pour son peuple est gênant. Moi, je suis dans la foule. Moi, je suis dans la foule. Lorsque Kabalibi passe dans la foule, lorsque Biya passe dans la foule, mais je ne suis pas un imbécile. Au point de dire que je ne sais pas pourquoi je suis là, c'est même pas... Non. Il faut respecter le peuple camerounais qui va vers les hommes politiques pour les écouter. Si vous n'écoutez pas non plus, vous allez voter sur la base de quoi? Stéphane Bagagé, il y a une autre évolution. Allez-y. Si vous regardez ceux qui sortent d'un meeting, vous leur posez les questions, ils vont vous répondre. Ils vous répondront. Au-delà des couleurs, ils vont vous dire, j'ai écouté tel, j'ai écouté l'autre, je ne suis pas d'accord avec tel. La foule là, pour laquelle vous avez du mépris. Voilà la différence entre la foule et le peuple. Alors, monsieur le maire, moi j'aurais pu vous faire une remarque, puisque nous y sommes, on a vu très peu de pain sardines. Pour moi, ça parle tout aussi. Tout à fait. Non, mais je vous dis que les gens ont présenté... Bon, le pain sardine, moi je veux dire, c'est peut-être... c'est un cliché. Ouais, mais en réalité, l'Africain en général, lorsque vos frères viennent chez vous, même en réunion, vous savez qu'ils doivent manger. Quand ils rentrent, moi je suis dans l'île de Macaque par exemple, quand les gens viennent chez nous en réunion, ils mangent et on fait des paquets pour qu'ils entrent avec ça. Tout à fait. Maintenant, le pain sardine qui est une condition de vote, comme j'en ai vu tout à l'heure, parce que j'en ai vu. Vous avez vu ça aujourd'hui? J'ai vu ça à Kondengi, collège français, non. C'est pas le pain nature, mais c'est l'argent, j'ai vu. C'est ça qui n'est pas bon. Mais payer le transport aux gens qui viennent vous écouter, ou bien leur offrir l'affaissement, je ne trouve pas ça comme quelque chose de criminel. Mais moi, ce n'est pas ça le problème. Parce qu'en fait, c'est un épiphénomène que donner. Timothée, c'est mon petit frère, quand je vais chez lui, il n'a pas de choc de me donner à boire. Même s'il veut que il sait que je ne voudrais pas pour le bien, mais même s'il me donne à boire, je vais boire. Ça n'a rien à voir. Donc, le plus important, c'est qu'il arrive à me convaincre que vraiment le candidat que je soutiens là, voilà l'argument que j'utilise pour te convaincre. Maintenant, ce qu'il me donne après, c'est que je vote ou pas, il m'aura donné. Merci. Mais j'ai écouté autre chose tout à l'heure. Rapidement. Qui est choquant. C'est-à-dire, lorsque un autre candidat fait foule, les gens là sont inscrits. Comment faites-vous pour savoir que les gens qui sont venus écouter un leader politique ne sont pas inscrits sur liste? Vous faites comment pour savoir? Des imbéciles, des gens qui savent pas qu'ils sont là, ils ne sont pas inscrits. Vous faites comment? Comment vous faites? Donc je voudrais respecter le peuple comme inviter mes frères sur le plateau à nous respecter. Moi je suis dans la foule tous les jours d'ailleurs. À nous respecter. Nous qui sommes dans la foule là. Respectez-nous parce que nous savons ce que nous voulons. Je voulais terminer par là. Merci, monsieur le maire Niek. Alors, Timothée Somba, le journaliste qui a justement été ici et là durant cette campagne, qu'est-ce qui vous aura particulièrement marqué? Y a-t-il eu des avancées? Y a-t-il eu des reculades? Y a-t-il eu des points gagnés par les acteurs politiques? Y a-t-il eu des flops? Parce qu'on peut aussi s'interroger sur certaines postures. Qu'est-ce qui a marqué le journaliste Timothée Somba? Stéphane Barga, you are the best friend of mine.
Ça veut signifier quoi? Bon, moi, je... Là, le chef, puis, mais tout petit peu étranger, Timothée Somba. Donc, on ne choisit pas les membres de sa famille. Oui. On choisit ses amis. C'est vrai. Et lorsque quelqu'un vous dit que vous êtes mon meilleur ami, que vous êtes mon meilleur ami, vous dites encore que c'est parce qu'il veut appâter la foule, parce qu'il est en zone anglophone. Il l'a dit. You know Chris Agnew, the small brother of Phil Marshall, is the best friend of mine. Là, je fais comme les avocats à ce niveau, plus de questions. Maintenant, ce qui m'a marqué, c'est que j'observe que les Camerounais s'intéressent de plus en plus à la chose politique. J'ai vu une campagne enthousiasmante, à la limite extatique. Les jeunes, ils veulent découvrir les candidats. J'ai même cru que les programmes politiques, qui pour certains étaient volumineux, allaient freiner les ardeurs. Mais les gens veulent lire. Les Camerounais veulent savoir ce que l'on propose. C'est un élément qui me rassure sur la gradation ascendante de la culture politique au Cameroun. Nous en avons besoin. Parce que toutes les dérives que les uns et les autres ont mentionnées ça et là relèvent davantage de l'inculture politique. Voir que les Camerounais s'intéressent, ils veulent lire, ils veulent apprendre, ça augure des lendemains meilleurs. Mais j'ai aussi observé quelque chose, c'est qu'il y a une pollution par l'infodémie. Avec l'intelligence artificielle, alors ça va dans tous les sens. C'est le bloc X qui attribue la fraude au bloc Y, le bloc Y qui attribue la fraude au bloc X. Ça ne va pas. Ça c'est le retour d'aujourd'hui. Oui, ce sont les petits retours durant les 15 jours de campagne, davantage. Aujourd'hui, c'était moins virulent. Je me dis qu'à un moment donné, devant la réalité, devant certaines évidences, même les ardeurs les plus frénétiques commencent à baisser en intensité. Donc, il faudrait que, là, j'interpelle donc le Conseil national de la communication, qui se confond à Conseil national des médias. Le CNC n'est pas le Conseil national des médias ou de la presse. Parce que les dérives dans la blogosphère relèvent de sa compétence. Les dérives langagières des hommes politiques relèvent et même de sa compétence. Les dérives langagières de l'administration relèvent de la compétence du Conseil national de la communication, qui se confond aux hautes autorités des audiovisuels sous d'autres cieux. Non, Paul Biya n'a pas été fou de dire Conseil national de la communication. Il a mis quelque chose à l'intérieur. C'est que vous êtes responsable, même de ce que les gens viennent dire sur la place publique. Il y a des gens qui louent des espaces au niveau des médias pour dire qu'ils peuvent soigner toutes les maladies. Alors que ce n'est pas possible. Le Conseil national de la communication devrait s'intéresser à eux. Parce qu'ils polluent la sincérité de la communication sociale. Il faut qu'ils cessent de penser qu'ils sont le Conseil national de la presse ou le Conseil national des médias. Ça fait partie des choses pour lesquelles nous allons davantage militer. Pour ceux qui parlent du changement au Cameroun, mais moi je fais partie de ceux qui veulent le progrès. Parce que le changement, c'est si dangereux que je ne sais pas ce qu'on veut changer précisément et il peut constituer une reculade. Moi, pour le Cameroun, je veux le progrès. Donc j'ai noté beaucoup d'irresponsabilité de la part de certains hommes politiques qui jouent avec la fibre des frustrations des masses, qui tend à radicaliser une certaine jeunesse, peut-être en perte de repère. C'est l'occasion qui fait le larron, Timothée Somba. Il faut bien jouer sur quelque chose. Est-ce que les frustrations sont réelles? C'est dangereux. Parce que là, on entre dans ce que l'on appelle le machiavélisme. Je ne l'aime pas beaucoup, mais j'ai apprécié son attitude, Valeb Salah, qui a fait beaucoup de bruit, annonçant qu'il aurait 300 signatures, il va lancer une quête. Des gens ont même contribué. Mais lorsqu'il s'est rendu compte à mi-parcours qu'il ne pouvait pas obtenir les 300 signatures et qu'il ne pouvait pas obtenir les 2 milliards de budget, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain sur le montant, je vais même retirer le chiffre, les milliards qu'il a prévus pour le budget. Les fonds. Les fonds. Il a jeté l'éponge. Il ne s'est pas lancé dans une course d'à tout prix, dans un jusqu'au-boutisme irresponsable. Non. Celui qui veut que le pays évolue doit être capable de taire son ambition personnelle.
pour laisser émerger l'ambition collective. J'ai vu, je vais peut-être sortir par là, Oui. que Paul Biya des 12 candidats est le seul qui a la posture nationale. Pourquoi? Tous les autres 11 candidats sont allés voter, soit dans leur village, soit dans leur lieu de naissance, New Bell, Bipanda et autres. Paul Biya est le seul natif d'Onvomeka qui n'est pas allé voter dans son village. Il vote dans le ressort territorial de son lieu de travail. Et ça me rappelle ce que Germaine Ahidjo avait dit, relatant les propos de son époux, qu'il a travaillé pendant 4 ans auprès de M. Ahidjo et n'avait jamais demandé un congé pour aller dans son village. Ce volet non tribal de son magistère m'a beaucoup marqué. Je n'aurais pas mentionné cela si j'avais vu un Bello qui vote à Yaoundé ou à Douala, un Bakari qui vote à Bamenda, puisqu'il aime bien Bamenda étant le meilleur ami de Chris Agnew. Mais ils ont décidé de bastionner leur vote. Ils rentrent dans leur fief. Pour moi, c'est un indicateur fort qui devrait montrer aux Camerounais où est la vérité. Un indicateur fort de ce qu'on doit combattre. Cette notion de nombrilisme tribal qui fait penser aux gens que je suis à Yaoundé pour chercher l'argent, mais quand il faut aller me reposer, me ressourcer, je dois aller dans mon village. Merci. Merci. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des candidats qui ont voté très loin de leur village. Je ne les citerai pas ici. Il y en a qui ont voté à Yaoundé qui sont des Bassa. Aucun Bassa n'est originaire de Yaoundé. Il y en a qui ont voté à Douala qui sont des Banènes. Comme Banène est originaire de Douala. Toi, dis en passant. Merci. Alors, c'est pas un débat entre vous, s'il vous plaît. Non, mais tout son fief, c'est pas un débat. C'est pas un débat entre vous. S'il vous plaît. J'ai dit village ou bien leur bastion. Matomba, son fief, c'est Douala. Il est grand conseiller à la mairie de Douala. Merci. Merci, Timothée Somba. Docteur Badjek, vous voulez absolument réagir. Je vous donne la parole. Non, moi je pense que ce n'est pas un débat qui est à la hauteur de ce plateau. Il faut qu'on passe à autre chose parce que je pensais qu'on regarderait les perspectives, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut retenir et où on va et qu'est-ce qui va se passer après sur un aspect peut-être chrysogène ou alors un aspect... voilà, je voudrais réorienter. Moi, je ne suis pas prenant. Merci, docteur Badjek. À partir de maintenant, je refuse de faire ce genre de discussion. Merci pour justement les perspectives que vous évoquez, puisque nous avons Info TV et toute la médiathèque camerounaise avons été attentifs au vote de celui-là qui, jusqu'à présent, reste et demeure le président de la République. Je vous propose de l'écouter. On revient tout de suite après avec vous, docteur Badjek, pour évoquer justement les perspectives, puisque lui-même en a un tout petit peu parlé lors de son vote. Monsieur le président de la République, tout s'est bien passé. Une certaine maturité. On n'a pas eu à déplorer des blessés ou des bagarres. C'est déjà quelque chose. Un signe de sagesse. Cette élection 2025, vous y allez avec plus ou moins de certitude, plus ou moins de sérénité? Pas dans des sortes de prévisions. En tout cas, je suis heureux que tout se soit passé dans le cadre. Et quel premier jalon voudriez-vous poser si vous êtes réélu? Parce que rien n'est acquis. Oui, rien n'est acquis. Attendons qu'on connaisse le nom de l'élu. On verra. Je ne peux pas faire de projet sans être sûr d'être élu. Merci infiniment, le président de la République. Retour sur le plateau. Docteur Badjek, vous évoquiez les perspectives. Le candidat Paul Biya précise que rien n'est acquis et que justement, il ne peut pas déjà marquer un projet ou alors se prononcer sur un projet à partir du moment où lui-même n'est pas certain, étant dit que rien n'est acquis, d'être encore là lors de la proclamation perspective qui ouvre justement un champ infini à ceux-là des 11 qui l'accompagnent dans cette course. Oui, mais disons que c'est une posture. Hein. Pour moi, je n'aurais pas dit ça parce que je dois être élu effectivement sur les marqueurs de mon projet. Oui. Mais ce que je remarque aussi après cette interview-là, c'est que au moins il présente, n'est-ce pas,
c'est-à-dire tout le morphotype d'une bonne démocratie, parce qu'il ne se dit pas lui-même déjà vainqueur. Ça, c'est déjà une approche démocratique qui est à apprécier. Ça, moi, je le remarque. Ben, maintenant, moi, par exemple, j'ai été particulièrement sensible à une perspective de rupture. Oui. Alors, j'ai vu tout le monde tomber sur moi, notamment certains amis du RDPC et autres, mais non, nous sommes stables dans la continuité. Mais écoutez, c'est la plus grande hérésie stratégique que je n'ai pas entendue depuis très longtemps. Je vais juste, puisque les gens aiment bien le football ici, je vais juste faire une démonstrativité sur la question du PSG, qui, n'est-ce pas, dans sa stratégie, avait bâti une manière de recruter des grandes stars, n'est-ce pas, qui devraient, n'est-ce pas, faire arriver le PSG à la victoire de la Coupe de la Champions League. Mais dans cette stratégie, il y a eu une rupture. Quand Luis Enrique est arrivé, il a dit que lui, il n'est pas dans les histoires de stars. Lui, c'est l'équipe, c'est le collectif. Est-ce que ce n'est pas la même équipe, El Khelaïfi et Enrique, qui ont conduit, n'est-ce pas, le PSG, qui, après des années d'essai, ont réussi à remporter la Champions League? Voilà donc ce qu'on appelle une rupture dans la continuité. Ceux qui ne veulent pas réfléchir, n'est-ce pas, perpétuent à coup de vent des grands principes qui sont aujourd'hui devenus ringards et qui ne correspondent même plus au logiciel que la société veut avoir. Aujourd'hui, il faudrait repenser le Cameroun. Même si on avait été un génie, n'est-ce pas, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on ne peut plus conduire le Cameroun sur les mêmes principes que cela a été il y a ce moment-là. Aujourd'hui, on devrait être capable de regarder parce que le monde est dynamique sur tous les plans, sur le plan de son développement, sur le plan de tout son écosystème. Oui. Alors, pour ma part, je pense qu'il faut toujours se remettre en question et d'une année à l'autre, il faudrait revoir son axiologie stratégique. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aurais préféré qu'au lieu de venir se battre ici à coups de noms d'oiseaux et d'injures manifestées par un manque de savoir-vivre, qu'on aurait dû opposer les programmes et voir ce qui peut paraître le mieux pour sensibiliser ce peuple qui va vous voter. Eh bien, moi, c'est ce que moi j'avais souhaité. Bon, la campagne s'est un peu emballée dans une sorte de bagarre entre les personnes et tout. Et très vite, n'est-ce pas, il devait avoir une discussion dans la rue, mais il devait aussi avoir une discussion sur les plateaux. Sur les plateaux, on ne va pas parler de science en termes de centre de gravité cognitive forcément, mais on va quand même être capable d'expliquer les choses aux téléspectateurs pour dire que voilà où nous partons. Oui. Moi, je pense que les besoins du peuple aujourd'hui sont essentiels pour qu'on puisse recommencer ce contrat avec le nouvel homme qui sera élu. Je reprends un peu, je me remets dans les sièges du président de la République sortant, qui dit lui-même qu'il n'est pas sûr d'être là, et j'apprécie cette modestie. Ça veut dire que, n'est-ce pas, il y a cette manifestation qui est suffisamment palpable de voir un Cameroun aujourd'hui qui devrait être capable de bâtir son avenir sur autre chose. Il y a beaucoup de segments, même déjà au niveau de l'économie, une économie, n'est-ce pas, qui va certainement engager une autre manière de concevoir la formation des jeunes. Comment faire pour les intégrer? Comment il se fait que la fonction publique, n'est-ce pas, soit la structure qui embauche le plus? Ça, c'est encore un pays qui ne respire pas les prémices du développement. Parce que aujourd'hui, ceux qui devraient être engagés, c'est le privé. Voyez-vous, il y a tout plein de segments de ce genre qu'on devrait être capable de repenser et de remettre sur une vision. La vision stratégique se bâtit sur quoi? Une seule petite phrase. Je peux vous donner une vision stratégique qui se bâtit seulement sur un mot: la jeunesse. Cette jeunesse va entraîner plusieurs axiologies stratégiques avec des KPI, des Key Performance Indicators, qui nous permettront, n'est-ce pas, d'arriver à l'effet final recherché, passant par des centres de gravité. Donc moi je pense, très honnêtement, que je suis resté sur ma faim, parce que je n'ai pas vu, de tous les discutants qu'il y a eu ici, de tous les communicants, une direction de projet qui puisse me paraître pertinent et qu'il puisse avoir débat sur ces projets. Et que de là pourrait ressortir une direction commune, c'est-à-dire ou alors une lumière
ce que tu penses que je ne pense pas forcément, eh bien, je peux dire que j'en fais la synthèse. Et je suis très impressionné parce que Somba va me dire, parce que, bien sûr, c'est ça. Et lorsqu'on est dans cette attente humble, on peut regarder et construire l'avenir. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a un hiatus fondamental qui reste dans cette campagne. Si on vous demande de faire le bilan, vous aurez un bon lexique d'insultes, d'injures, de bagarres, et de l'autre côté, en termes de stratégie, de stratégie politique et autres, je suis resté sur ma faim, et que les gens le comprennent comme ça ou pas, ça me laisse à 37. Merci, docteur Didier Badjek. On va, puisque justement la campagne et l'élection ne sont pas au Cameroun, on va essayer de faire parler la diaspora, on va essayer de rentrer en contact avec Madame Véronique Leman-Fouda depuis Paris. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Stéphane Barga, ravi de vous entendre. Bonsoir aux téléspectateurs, aux militants du RDPC. Alors, c'est vrai que vous présentez tout de suite la casquette politique qui est la vôtre. On essaie avec vous justement d'avoir un écho de Paris sur justement comment s'est déroulée cette journée de vote. Ben, écoutez, la journée sur le vote s'est relativement bien déroulée. Il y a eu quelques échauffements. Les Camerounais se sont échauffés, mais les choses sont entrées dans l'ordre. Là, nous sommes au bureau de vote en tout cas celui que j'ai supervisé, Seine-Saint-Denis au nord de Paris. Il y a eu beaucoup de queues. Nous n'avons pas chômé. Les Camerounais se sont levés comme un seul homme pour manifester leur droit de vote que le président Paul Biya leur a octroyé le 8 août 2011. Alors, à ce niveau, vous dites que les Camerounais se sont levés. Comment est-ce que, justement, au sortir de ce vote, vous les avez sentis et ressentis, ces Camerounais-là? Vous avez senti des gens fiers d'avoir accompli leur devoir citoyen, ou alors des gens qui aussi venaient là par contrainte, par devoir désister, par justement habitude. Est-ce que vous avez senti les Camerounais qui, pour cette fois-ci, espèrent et justement et croient qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver par le président Paul Biya ou par les 11 à venir? Pour être honnête avec vous, les Camerounais avaient soif de voter, étaient fiers de voter, étaient contents de voter. Ils ont soif du changement. À l'heure où je vous parle, nous avons commencé le dépouillement. Nous leur avons permis de dépouiller devant le public, donc les choses se passent de manière transparente, il n'y a rien de caché. Vraiment, je vous assure, les Camerounais se sont mobilisés et on peut être fiers de cette œuvre que le président Paul Biya nous a offert pour nous faire voter dans la diaspora. J'entendais certains qui me disaient que c'était la première fois qu'ils votaient dans leur vie avec beaucoup d'émotion. Je peux vous assurer que c'est une fierté et un signe de grandeur. Merci, Madame Leman-Fouda. Alors, comment est-ce que, justement, lorsqu'on sort de ce vote-là, l'on se positionne dans l'attente des résultats? C'est la grande fébrilité ou alors tout simplement pour ceux qui ont fait des choix et ceux qui se sont positionnés pour des candidats, ils sont justement impatients de voir leur candidat aux affaires? Vous savez, on est toujours impatient de voir son candidat gagner. Mais à l'heure où je vous parle, la démocratie est en train de parler et je n'ai pas de tendance malheureusement à vous donner. Nous attendrons les résultats officiels qui seront proclamés par ELECAM. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que tout s'est passé dans les règles de l'art, dans le respect de la démocratie et de l'état de droit. Merci, Madame Véronique Leman-Fouda. Vous, justement, on échangeait depuis Paris, c'est la capitale de la France. Vous nous faisiez l'écho et justement le rendu de ce qui s'est passé en terre parisienne. Merci et on promet revenir vers vous lors de nos prochaines productions pour plus d'informations sur justement l'attente vers la promulgation des résultats. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci à vous également. Alors, on va revenir sur le plateau avec vous, Jean de Dieu et Vouna. On a entendu justement des professions de foi des candidats. On a suivi certains discours qui, pour certains, pourraient friser la démagogie. Est-ce qu'il y a un projet de société qui, lorsque vous l'avez observé, vous a paru innovant? Oui, il y a des
projet de société, mais il ne suffit pas d'avoir un projet de société pour espérer gagner une élection. Hein. Il faut avoir, au-delà du projet de société, il faut avoir la logistique, il faut avoir des moyens financiers. Parce qu'il ne faut pas se leurrer que le simple construit d'un discours ou bien d'un projet de société le poser sur un papier suffit de séduire. Il y a tout, quand je parle de logistique, il faut avoir des ressources humaines. Lorsque nous pouvons constater qu'au niveau du RDPC, ils ont adopté une stratégie assez forte. Le RDPC et l'UNDP ont adopté une stratégie de communication, je veux dire, de campagne de porte à porte. Et si nous considérons que plus de 50% de l'électorat se retrouve en zone rurale, je pourrais dire que avec cette stratégie-là, le projet de société semble ne pas pouvoir impacter l'électorat comme il faut. Et je voudrais souligner à la suite de ce que le docteur Badjek a dit, que au niveau du RDPC, il y a quand même eu une soif, nous sommes restés sur la soif, jusqu'à ce que le président se prononce au niveau de l'extrême nord, à Maroua. Oui. Il n'y avait pas au niveau de la communication du RDPC quelque chose à se mettre sous la dent. Il faut le dire. C'est-à-dire, je me suis demandé, mais est-ce qu'il fallait... Ils sont comme déconnectés. Quand on écoute le chef de l'État, par exemple, c'est à sa sortie de ce matin, et ses lieutenants, on sent une déconnexion. Sur les plateaux, ils n'ont rien à dire. Ils ont plus une posture d'arrogance. Ils répètent les mêmes choses. Mais quand on a écouté le chef de l'État à Maroua, il y avait une stratégie, il y avait des perspectives, il y avait un futur, il y avait même en quelque sorte un mea culpa. C'est-à-dire, on a reconnu, on a vu un leader qui reconnaît des failles, des erreurs. Mais comment se fait-il que pendant toute la campagne, que les lieutenants ne puissent pas être au courant ou avoir la pensée réelle de projets et des perspectives que leur leader a? Mais je suis resté, je me suis demandé, est-ce qu'il manque d'inspiration? On a l'impression qu'ils ont toutes les ressources humaines, les ressources financières, mais pas des ressources stratégiques. Peut-être parce qu'ils n'écoutent pas l'aile progressiste en interne dont le docteur Badjek se réclame. C'est ce qu'il vous a dit? Attention, il faut faire attention. C'est ce qu'il vous a dit. Non, à plusieurs reprises nous avons... Non, il est sur le plateau. Il est sur le plateau, s'il pourra me contredire, mais je dis que ces analyses, ces approches révèlent qu'il y a une aile progressiste. Moi, j'assume cela. Mais est-ce qu'il les écoute en interne? Est-ce qu'il écoute d'autres voix, ces barons-là? Parce que lorsqu'on écoute le chef de l'État, à Maroua, et même ce matin, on a l'impression qu'il maîtrise le jeu et la vision qu'il mène. Mais cette vision est déconnectée des autres. On n'a pas vu des gens qui nous ont présenté de manière objective ce que leur leader avait en passé. C'est après le discours qu'on a entendu des gens se prononcer par-ci, par-là. Je dirais qu'il l'a dit, nous sommes restés sur la soif. Et même au niveau même de l'opposition, lorsque nous regardons, au-delà des projets politiques, il manquait de stratégie. Parce que lorsque vous avez une machine de ressources humaines, une industrie de ressources humaines de plus d'1 million avec le candidat sortant, et que vous ne travaillez pas sur la stratégie, comment contrecarrer cette machine, comment infiltrer cette machine, et vous restez sur des discours du genre si le Conseil constitutionnel fait ceci, on va soulever le peuple. Non, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous sommes au niveau où nous voulons sentir des hommes politiques qui savent mettre non seulement des projets politiques, mais des stratégies pour mener à bien leur campagne et atteindre les objectifs. Les missions même, on n'a pas. Un projet politique doit pouvoir définir les missions et les objectifs. Merci. On n'a pas vu grand-chose. Merci Jean de Dieu Evouna. Ce qui est clair, c'est que le dépouillement a commencé dans
tous les centres et bureaux de vote au Cameroun. On va se rendre à présent du côté de Mbalmayo. Mbalmayo, c'est justement la région du centre, du côté de Mbalmayo, avec les 93 bureaux de vote et les 2644 électeurs. On va retrouver évidemment nos correspondants du côté de Mbalmayo. Jean-Nic est là, Laurent Patrick Ambara. Ils ne sont pas seuls, ils sont en compagnie du maire Zamba, qui justement, maire RDPC, revient de façon particulière sur le déroulé de ce vote dans la ville de Mbalmayo. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir Yaoundé, bonsoir le Cameroun. Bienvenue ici dans l'arrondissement de Mbalmayo. Nous sommes précisément à la mairie de Mbalmayo où nous avons 4 bureaux de vote ici. L'heure est au dépouillement et comme tout citoyen camerounais, le maire de la commune de Mbalmayo, Dieudonné Zamba, a justement fait entendre également sa voix. Il a participé à cette élection. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, monsieur le maire, après justement avoir participé à cette élection, quel est le sentiment qui anime l'homme que vous êtes? Un sentiment de satisfaction parce que d'abord la démocratie est en train de s'enraciner dans notre pays. Il n'y a pas eu de débordement, ni avec les électeurs, ni avec les CAM. Je crois que les bureaux de vote ont été ouverts à temps et ont été refermés à 18 heures bien précis. Maintenant, nous attendons les résultats. Nous attendons les résultats. Monsieur le maire, avec le travail que vous avez abattu justement dans la ville de Mbalmayo, est-ce que vous pensez que votre candidat, votre champion, pourrait être le champion encore ce soir? Oui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Les résultats ne sont pas encore là. Je crois que les premières tendances sont toutes en faveur du président Paul Biya. Le premier dépouillement a eu lieu. Je crois que nous sommes au-delà de nos attentes. Donc, les premiers résultats donnent peut-être 75 sur, je sais pas, les autres se partagent le reste. Hein. Bon, maintenant, tout ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde accepte le résultat des urnes, parce que tous sont là. Dans toute la ville, il y a eu des observateurs indépendants, il y a eu des représentants de tous les partis politiques dans toute la ville de Mbalmayo. Je crois que là où on peut parler de tricherie, il n'y aura pas de tricherie. Je crois que le Cameroun devrait être en paix après les résultats. Voilà, Stéphane Barga, vous venez donc de l'apprendre de la bouche de monsieur le maire de la commune de Mbalmayo et nous vous l'affirmons ici. Les premiers dépouillements où nous nous trouvons à l'instant, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya, est largement en avance. Qu'à cela ne tienne, nous vous souhaitons une bonne suite d'émission. Depuis la ville de Mbalmayo, ville de grâce, Laurent Patrick Ambara, Jean-Nic est là pour Info Télévision. Merci à vous Laurent Patrick Ambara pour ce travail de qualité qui nous plonge véritablement dans le vécu de ce jour particulier, de ce jour historique du côté de Mbalmayo. Il y a eu justement cette appréciation, ce feeling qui a été rendu par monsieur le maire Dieudonné Zamba qui justement revenait et annonçait une victoire justement de son candidat. Je me tourne vers vous monsieur le maire Niek. Alors, aujourd'hui, on est quasiment déjà dans l'après-vote. On va attendre de façon assez anxieuse pour les uns, et de façon sûre pour les autres, le déroulé du processus et même la promulgation des résultats par le Conseil constitutionnel. Mais on a comme une épée de Damoclès qui plane justement sur le Cameroun. On a écouté certains candidats dire que si au soir de ce 12 octobre, il n'était pas déclaré comme vainqueur de l'élection, il pourrait y avoir quelques échauffourées. Qu'en dites-vous? Je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir sur l'image chef de l'État que nous avons montrée tout à l'heure. Oui. Nous qui avons fait attention à la posture de M. Paul Biya, c'était un homme très galant, très élégant, qui savait bien se mettre. C'est tout le contraire qu'on a constaté aujourd'hui. Le Paul Biya qu'on voit là, il n'est pas galant. Vous ne me répondez pas. Sa chemise au niveau des doigts. Paul Biya n'est pas comme ça. La deuxième chose, non c'est vrai, la deuxième chose c'est que sur ce qu'il a dit, je rappelle que Paul Biya a voté aux environs de midi. Il y avait encore 6 heures de temps pour d'autres électeurs.
Sur l'analyse, parce que la ville est carrément, les gens circulaient, pardon. C'est en fin d'après-midi que les gens votent. Un président candidat qui parle à midi, alors qu'il y a encore ce temps pour voter, ne peut pas dire qu'il n'a pas de projet tant qu'il ne sera pas élu. Ça, c'est sur le langage. Je pense que le président Biya est déconnecté aujourd'hui et il nous donne la certitude qu'en réalité, il n'y est pour rien. Tel qu'on a connu Paul Biya, il avait toujours un mot, au moins il vote. Aujourd'hui, il vous a dit, il n'est pas sûr d'être élu. C'est un signe d'humilité, c'est vrai. Mais j'ai dit, comme candidat, il aurait pu faire. Si j'étais à sa place, c'était l'occasion de dire aux jeunes, de dire aux femmes, de sortir pour aller voter. Lorsque c'est moi qui le dis, ça veut dire que sortez pour me voter. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'en réalité, et c'est normal, lorsqu'on a un certain âge, on perd un peu de ses. Moi, je peux comprendre ça. Mais au-delà de ça, je dois reconnaître que Paul Biya est resté prudent, contrairement à ses communicants, qui ont même sorti un classement. Le maire de Mbalmayo, pendant que vous nous empêchez de donner les tendances, vient de donner la tendance tout à l'heure. Il dit 75%. Il a dit, sans que ça n'émeuve personne. Non, ça, justement, je m'apprêtais à réagir dessus, puisque c'est formellement interdit par la loi en vigueur. On ne donne pas de tendance. Bon, je ne sais pas si communiquer ce qui est public est interdit par la loi. Parce que l'article 113 du Code électoral dit bien que dès que le bureau ferme et qu'on dépose les résultats sont rendus publics. Si je suis là, on a vu les résultats publics, est-ce que je peux en parler? Mais ce n'est pas ça le débat. Je veux quand même dire que j'observe que le président de la République n'est pas avec nous à la réalité. Il est dans une autre planète. Et c'est pour ça que ses communicants sont déconnectés. Ou l'inverse. Ou peut-être c'est lui qui est déconnecté ses communicants. Sinon, je me demande bien pourquoi il peut laisser une occasion d'appeler à voter. Parce que le président de la République est un homme d'État qui gagerait à ce que le maximum de gens aillent voter. Et généralement, à cette heure, il appelait tous les jeunes à ne pas rester chez eux, à sortir pour aller, pour que chacun fasse son devoir citoyen. Malheureusement, il ne l'a pas fait cette fois-ci. Alors, revenons sur la question posée. Maintenant, votre question, c'était laquelle? La question qui nous ramène vers certains candidats qui, justement, se sentant pousser des ailes ou alors sûrs de leur attirance face à l'électeur, estiment que si ce soir, 12 octobre 2025, ils ne sont pas désignés ou alors proclamés par une clameur populaire comme vainqueurs de l'élection présidentielle, il y aura quelques échauffourées. Stéphane Barga, je pense qu'il faut comprendre les gens. Personne ne peut dire que s'il n'est pas élu et qu'on le déclare non élu, ça va faire un problème. Chaque candidat parle de sa victoire. Il vous dit, je sais que je vais gagner. C'est ça un candidat. Moi, j'ai été face aux électeurs. Hein. On ne dit pas que je ne vais pas être élu. Mais personne ne promet le chaos au Cameroun. Non, personne n'a promis le chaos. Personne n'a promis le chaos. C'est-à-dire, en fait, tout le monde dit, sortons pour voter, défendant notre vote. Défendre veut dire que assistons au dépouillement. Et si je représente un parti ou dans le bureau, que je donne le résultat à ma coordination, ce n'est pas un crime. Dans ce cas, si moi j'ai un résultat que les autres ne donnent pas, qu'est-ce que je fais? C'est Van Barga. Qu'est-ce que je fais? Vous savez, une chose est d'être élu, une autre année de se faire accepter comme président dans ce pays. C'est ça que les question. Partout, à tous les niveaux. Donc un candidat face à la gestion préventive en vous disant que si vous trichez, si vous ne donnez pas de bons résultats, sachez que le peuple peut ne pas être d'accord avec vous. C'est une réalité. Ce n'est pas un appel au soulèvement, non. Mais un candidat, je pense que nous sommes entre gentlemen. Celui qui est le maire Zambaotele, qui est un parent pour moi, là c'est bien dit. Il faudra que chacun de nous reconnaisse le seul moment venu. Si tant il est qu'il est vrai. Ne demandez pas à un homme de reconnaître les justices. On va le lui imposer, mais s'il se rend compte que il a les preuves que c'est injuste, il va bien le dire. Maintenant, l'appel au soulèvement n'est pas encore l'autre jour. Ce sera même pas l'autre jour. Je pense que personne ne gagne si le Cameroun tombe dans le chaos. Merci Sylvestre Enyek, Timothée Essomba. Justement, on est dans l'après désormais, puisque les bureaux de vote, je crois, sur toute l'étendue du territoire camerounais sont définitivement fermés. On est dans la phase de dépouillement. Plus personne n'a le droit de voter. Maintenant, on est en train de voir qui a fait quoi, qui vaut quoi, qui pèse quoi. Et justement, lorsque l'on se projette, on entre dans une phase assez délicate qui va nous amener justement vers toutes les spéculations, vers toutes les déclarations, bien qu'il y ait eu des autorités qui ont estimé que ce n'est pas le temps propice pour les déclarations. Mais comment est-ce qu'on gère cette période lorsqu'on est Camerounais et lorsqu'on est soucieux de voir son pays rester dans la paix et la stabilité? Ce sont les hommes politiques. Mais malheureusement, ce que je constate dans les réseaux sociaux me fait hérisser les poils. Puisque tout le monde sait que la publication des tendances est proscrite. Qu'est-ce qu'ils font de les gens
à balancer des résultats de certains bureaux de vote sans authentification, sans preuve. Et ça fait le tour des forats. Tel a gagné dans tel bureau de vote, Paul Biya a gagné ici, Bakary a gagné là-bas, Adamo a gagné là-bas. Mais non, il n'y a pas de candidat Adamo. Non, c'est justement parce que je ne veux pas donner l'impression qu'on indexe. Mais quand tu dis Bakary, c'est pas que non, je ne veux pas donner l'impression que j'indexe un candidat. C'est une fiction que je préfère faire. Ce degré d'irresponsabilité et d'illettrisme juridique des Camerounais est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur. Parce que, qu'est-ce qui consacre le succès dans un bureau de vote? Il a évoqué tout à l'heure l'article 113. L'article 113 signifie que le résultat est rendu public au sein du bureau de vote. Ça veut dire quoi? Tous les membres du bureau de vote doivent avoir le résultat sur le tableau. Éventuellement, les populations, parce que le code électoral est clair, les électeurs peuvent rester dans le bureau de vote dans la capacité de contenance du dit bureau de vote. Maintenant, si le bureau de vote est exigu, il n'y aura pas de raison que les électeurs restent. Et les attroupements sont interdits au niveau des bureaux. Oui. Donc, cette irresponsabilité que je vois dans les réseaux sociaux est ce qui peut entraîner des remous après. Parce que... Que faut-il faire? Ce qui consacre... les réseaux sociaux comme ailleurs? Ce qui consacre la victoire d'un candidat, c'est le PV. Que prévoit la loi? Une fois que le décompte est terminé, tous les membres du bureau de vote signent un PV et en conservent chacun un exemplaire. Les autres exemplaires sont remontés au niveau de la commission communale pour compilation au niveau de la commission départementale. J'aurais bien aimé que ceux qui publient ces chiffres à l'emporte-pièce sur les réseaux sociaux nous publient les différents PV. Parce qu'à l'heure où nous parlons, certains PV ont déjà été signés. Mais publiez donc les PV. Je ne vois pas de PV, mais je vois des chiffres. Des chiffres qui créent un sentiment, soit de défaite chez certains, soit de victoire chez d'autres. Imaginez donc que dans 15 jours, celui qui va compiler les chiffres des réseaux sociaux se rende compte que les résultats communiqués par l'ECAM et plus tard entérinés par le Conseil constitutionnel ne correspondent pas, non pas au PV dont il dispose, mais aux chiffres collectés dans les réseaux sociaux. Il va crier au hold-up électoral, il va crier à la fraude. Et ça, c'est la faute à qui? C'est la faute aux hommes politiques qui n'éduquent pas la masse. Parce que le PV a quelle vocation? Dès que vous avez votre PV, vous le gardez par devant vous. Et c'est avec le PV que vous irez au Conseil constitutionnel. Que fait le Conseil constitutionnel lorsqu'il proclame les résultats? Il va circonscription électorale par circonscription électorale. Ça veut dire que si vous avez votre PV et que le Conseil constitutionnel donne un résultat qui ne cadre pas, qui n'est pas en adéquation avec votre PV, vous avez le droit de crier au hold-up. Mais ce que je vois dans les réseaux sociaux, c'est ce qui peut créer donc cette fameuse polarisation dont le colonel parle tous les jours. Parce que nous en sommes tous les acteurs. Soit par nos discours, soit parce que nous relayons sur les réseaux sociaux, soit par les émotions que nous transmettons à nos partisans. Et c'est là que le CNC, une fois de plus, doit sévir. Ça devient une fixation. Non, c'est pas la fixation. S'il vous plaît. C'est là que le ministre de l'administration territoriale doit intervenir pour dire, faites attention à cette manipulation. Parce que nous sommes en plein dans l'infodémie au service de la manipulation. Oh, tel a gagné en Chine, tel a gagné en Russie. Mais où sont les PV, bon Dieu? Voilà le nœud du problème. Et c'est là que les problèmes commencent. On va donc assister à 2 semaines où nous serons bourrés de ces pseudo-tendances qui vont nous enfumer, qui vont nous polluer l'environnement pour qu'au finish, l'issue des urnes soit contestée, soit par la gauche, soit par la droite. Si le peuple camerounais, lui, démontre une envie d'améliorer sa culture politique, les candidats, eux, ne la démontrent pas. Je ne vais pas revenir faire le procès de l'offre programmatique des partis politiques. Ici, on a pu assister à des injures, à des invectives, comme disait Paul Valéry. Lorsque certains étaient incapables de contester les raisonnements, ils contestaient les raisonneurs. Les petits secrets sortaient ici. Ou oh, toi, on t'a donné l'argent pour ouvrir une télé, tu n'as pas pu bien gérer la télé. On a tout entendu.
Mais l'offre programmatique, c'est le vacuum total. Vous auriez pu choisir notre exemple. C'est l'exemple qui est venu dans les comme ça, spontanément. Donc, il faut que les hommes politiques soient de plus en plus responsables, qu'ils comprennent que lorsqu'on prend la parole en public, on peut véhiculer une émotion, on peut même véhiculer un sentiment, on peut même véhiculer une croyance. Mais Timothée, quel homme politique a publié les tendances là? Non, ces tendances viennent d'où? Ce que je vois dans les réseaux sociaux, ça vient des hommes politiques. Non. Monsieur le maire, ça vient des hommes politiques des deux bords. Pas absolument. Ce que moi je reçois vient des présidents de sous-section, des présidents de section qui veulent montrer que dans leur circonscription, ils ont bien travaillé. J'ai dit, c'est de l'irresponsabilité publique. Aujourd'hui, les articles 60 à 70 du Code électoral devraient prévaloir. C'est eux qu'on devrait brandir aux Camerounais. Que voici ce que la loi prévoit. Chaque Camerounais, peut même faire des petits spots avec le concours de la CRTV pour rappeler aux gens les dispositions légales et leur dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux peut s'apparenter à de la réalité, mais ce n'est pas la vérité du droit. Parce que la vérité du droit n'est celle qui ne sortira que de la bouche d'Elekam. Sur la base, non pas des fantasmes et des poncifs, mais uniquement sur la base des PV. Merci Timothée Essomba. Je me tourne vers le docteur Badjek. Alors, le journaliste sur le plateau nous fait voir et nous révèle s'il y a encore besoin l'irresponsabilité justement de certains hommes politiques et même l'inculture du peuple camerounais qui parfois prête l'oreille à ces discours. Que dit l'échelle chrysogène lorsque nous en sommes à une journée pareille? L'échelle chrysogène Badjek qui justement fait la cartographie de tout ce qui se passe actuellement. Nous en sommes à quel niveau, mon colonel? Bien, nous sommes... déjà, je vais faire un rectificatif. Hein, monsieur, vous m'avez dit que... Non, il fallait savoir que je suis ici comme consultant. J'espère que mon contrat court encore. Hein, bien sûr, on est toujours consultant. Consultant sécurité pour TV. Dans mon discours, je me suis très peu accoutumé à la flagonnerie, ce qui fait peut-être de moi un militant moins exubérant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que graduellement, j'ai compris que je peux m'être perdu sur les chemins de la politique alors que j'avais plus d'aisance à parler de ma stratégie et je vais y rester de manière très stable désormais parce que je n'arrive pas à me retrouver, voilà. Mais je continue à penser beaucoup de choses pour mon pays et je suis un excellent patriote et je ne sais pas si au niveau du patriomètre je suis vers les peut-être que je suis au niveau. Bon, ok. Donc, oui, j'ai créé... Au niveau de l'échelle chrysogène, nous sommes à quel niveau? J'ai été très chiche ces derniers temps parce que je me suis rendu compte que si jamais je progressais avec les tendances sociopolitiques et sécuritaires, j'allais franchir immédiatement des zones de pays faillis et des zones de chaos. Mais je pense que aujourd'hui, nous sommes restés très stables. À 7,9, il y aurait eu une tendance à aller vers 8, mais 8 déjà, c'est un environnement qui est chrysogène du fait de forts clivages politiques. Heureusement, je vais vous dire que le clivage ethnique est totalement à évacuer de cette échelle chrysogène. Absolument. Et je suis très heureux que ce soit comme ça, l'unité nationale est sauf. Oui. Donc, mais au niveau sécuritaire, j'ai une crainte, c'est que les terroristes de l'ISWAP profitent de cette situation. Et lorsque vous regardez un peu leur comportement régulier ces 10 dernières années, ils ont toujours profité d'un événement majeur au Cameroun pour attaquer soit la finale d'une coupe, soit des élections. Donc c'est une occasion pour rappeler à nos vaillants soldats qui gardent l'intégrité territoriale de notre territoire, n'est-ce pas, d'ouvrir les yeux particulièrement cette nuit, demain et dans les jours à venir. Et donc, au niveau sécuritaire, il y a une légère montée. On est passé de 7,7 à 7,9. Et au niveau sociopolitique, hier, les messages qui sont arrivés de manière assez violente, n'est-ce pas, et qui ont fait l'objet de tirs croisés de part et d'autre entre le MINAT et le candidat Issa Tiroma ont relevé malheureusement cette échelle chrysogène politique qui stagnait quand même aux environs de 7,8 et maintenant je peux dire que nous sommes à 7,9 en attendant le dépouillement
n'est-ce pas, des bulletins. Et nous allons voir ce qui va se passer. Je dois vous dire que notre laboratoire, notre cabinet veille 24 heures sur 24 et toutes les 6 heures, on est capable de donner une échelle chrysogène, qui est cette échelle qui fixe sur un index de 10 et qui a été vérifiée, qui va être labellisée prochainement, qui est alors, la création. Je reste avec vous, Dr Badjek, puisque justement, il est question aussi de pédagogie ici. Alors, stratégiquement, si vous étiez proche ou alors conseil ou alors en situation de responsabilité, comme vous l'avez été, quelle serait l'attitude à adopter pour qu'on aille justement vers une promulgation moins tendue? Est-ce qu'il faut resserrer la vis en termes de liberté d'expression, de communication médiatique? Est-ce qu'il faut réguler sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut interdire attroupement, regroupement et autres lieux où justement il y a cette communication informelle? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse parler, on bride un peu, ou alors tout simplement on attend que le Conseil constitutionnel fasse son travail? Sur le point de vue de la stabilité, ce qu'il faudrait craindre là maintenant, c'est l'émanation des étincelles, la production des étincelles. Parce que le milieu est suffisamment détonnant. Alors, je dois vous dire que si jamais il y a des confrontations entre les forces de maintien de l'ordre et les populations ou les manifestants ou tout ce que vous voulez, ou les militants, et qu'à la suite, qu'il y ait un militant de n'importe quel bord qu'il soit qui arrive à décéder, ça peut créer, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes. S'il y a des ruptures, par exemple, de réseau Internet, comme certains l'ont souhaité, c'est complètement ridicule. Je pense que nous sommes entrés, n'est-ce pas, dans une certaine maturité, les Camerounais. Il faudrait qu'on laisse faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débordements au niveau des réseaux sociaux, mais qu'on laisse faire. Ça participe aussi de la vitalité et de la dynamique, n'est-ce pas, de la parole libérée. De la parole libérée, c'est une bonne chose. Donc, ce qu'il faut craindre là, c'est les étincelles et les éviter. Donc, ça veut dire que vous, d'abord, les médias, vous avez un rôle important à jouer et les acteurs politiques doivent rester sur un piédestal de paix, de tolérance. Et je vais vous dire que la seule solution à cette affaire, c'est qu'il n'y ait pas de fraude au niveau... Absolument. De part et d'autre. Moi, j'ai imaginé 3 scénarios. Et je ne vais pas les donner ici, parce que ça risque de m'indexer. J'ai imaginé 3 scénarios. Et ce scénario-là tourne autour de la légitimité des résultats. Oui. Si les résultats sont légitimes, que ce soit n'importe qui gagne, eh bien, il y aura une acceptation. À ce niveau, docteur, nous sommes toujours dans la pédagogie. Comment est-ce qu'on décèle un résultat légitime? Puisque, justement, on a eu écho, on a suivi durant la campagne, comment, justement, du fait de la foule, certains montaient en gradation et estimaient que du fait du rendu de la communication sur les réseaux sociaux et même de leur meeting, ils sont en capacité de croire et de savoir que justement le 12 octobre 2025, ce sont eux qui seront aux affaires. Est-ce que dans ce processus de légitimation d'un résultat, il faudrait quand même avoir des marqueurs? Quels sont-ils ces marqueurs-là pour justement empêcher qu'il y ait contestation post-électorale lorsque le Conseil constitutionnel fera son travail? Voilà, déjà il y a une base qui me semble être une base qui est critique et en même temps qui est une base légale. Ce que j'ai appris, c'est que plusieurs partis ont délégué des observateurs. Oui. Certains même ont atteint le nombre fatidique de 30 000, n'est-ce pas, observateurs. Oui. D'autres parmi ceux-là sont des scrutateurs et autre chose. Si jamais ces observateurs sont présents dans chaque bureau de vote, je ne pense pas que lors du dépouillement, n'est-ce pas, on pourrait tronquer les résultats. Voici déjà la première base qui me semble être la base pertinente de relever des résultats légaux. Oui. Donc c'est ça. Et si jamais, au cours du décompte, parce que je sais que dans les états-majors, il y a beaucoup d'arithmétique qui passe, il y a eu l'additionneuse qui va passer, il revient maintenant à chaque candidat qui s'est présenté d'accepter le verdict des urnes. Et si jamais, tant bien que ces candidats-là ont délégué des observateurs sur le terrain, qui ont parfaitement vérifié la sincérité des votes, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils devraient refuser d'accepter le verdict des urnes. Et c'est par là que ça commence. Que ce soit, je dis que dans n'importe quel scénario, je vais vous les expliquer. Le premier scénario, c'est que le parti au pouvoir gagne. Oui. Et que lors du dépouillement... À ce niveau-là, que dit l'échelle chrysogène?
Si le parti au pouvoir gagne, je vais vous donner. Dans ces conditions-ci. Si le parti au pouvoir gagne, l'échelle chrysogène restera à 8. Il va se dégrader. Pas va se dégrader, il va descendre, va s'édulcorer après le temps. Et si le vote est légal, c'est-à-dire que tous les scrutateurs, les observateurs se rendent compte que il y aura certainement toujours des petits problèmes, ça va pas manquer, eh bien, et que le RDPC aujourd'hui gagne, je pense que si c'est dans toute la transparence, il n'y aura pas de revendication. Aucun problème. Aucun problème. Nous allons rester sur une échelle chrysogène de 8 parce qu'une augmentation de tumulte dans la rue. Certains qui ne vont pas comprendre que la population qu'on voyait autour de tel candidat ou bien tel autre ne peut pas justifier les résultats qu'on nous soumet. Mais les hommes politiques devraient être capables de ramener cette tendance-là à des normes légales. Premier scénario. Oui. Deuxième scénario, c'est si un membre de l'opposition gagne et que cela a été décompté, cela a été clarifié en toute transparence avec tout le monde, notamment les scrutateurs, les observateurs du RDPC, l'échelle chrysogène s'arrête également à 8 et va décroître progressivement. Bien entendu, il faudra être capable de pouvoir encadrer les scènes de liesse qui peuvent se déborder, L'échelle chrysogène n'a pas pris en compte justement cette incertitude qui apparaît souvent lorsqu'on change de système. Ces incertitudes-là liées justement au... Très bien, elle est à la hauteur des forces de maintien de l'ordre. Oui. Et là, le diptyque armée-nation fonctionne. Le diptyque armée-nation ne fonctionne pas à partir du moment où la nation se sent lésée. Mais si jamais la nation, n'est-ce pas, est convaincue du travail régalien de ces forces de défense et de sécurité, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle ne va pas s'accoutumer au respect que ces forces-là inspirent. Ça, c'est le deuxième scénario. Oui. Le troisième scénario, le plus délicat, c'est qu'il y ait un gain d'un côté ou d'un autre qui se soit fait par fraude. Nous allons à une échelle chrysogène qui va se dégrader progressivement et nous aurons à peu près un chaos qui pourra s'estimer au minimum à 18 mois et qui peut aller même vers une situation de pays failli. C'est ça qu'il faudrait donc éviter. Donc on met en garde tous les hommes politiques aujourd'hui de pouvoir être des hommes responsables, de pouvoir faire confiance en tous les observateurs qu'ils ont eux-mêmes délégués sur le terrain, oui, et d'accepter de façon courageuse, n'est-ce pas, le verdict de ces résultats, de ces élections, et savoir qu'on ne construit pas un pays en étant forcément aux affaires. Moi, je construis mon pays aujourd'hui par la science que j'apporte. Je ne suis pas obligé d'être ministre, encore que je ne vois pas pourquoi je ne le serais pas. Voilà. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, Dr Baldjak. Alors, Jean-Dieu Vouna, nous sommes là justement dans l'après, puisqu'il faut se projeter vers cette période d'incertitude qui nous amène du jour du vote vers le jour justement de la promulgation des résultats. Que conseillez-vous aux familles qui nombreuses nous regardent ce soir pour que justement il y ait le moins d'esclandre, le moins d'impétuosité possible? Que les familles fassent confiance à leurs institutions. Les institutions sont ceux qui incarnent la République. Si nous ne faisons pas confiance à nos institutions, alors le chaos dont évoquait le troisième point dont évoquait le docteur Baldjak risque se mettre en place. Oui. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux est fait à dessein. De part et d'autre, les gens ont acheté des lanceurs d'alerte qui font le travail aujourd'hui. Je l'ai souligné à l'entame de mon propos. Plus de 50% de l'électorat sont en zone rurale. 60%. 60%. Est-ce qu'il y a vraiment des scrutateurs, des candidats là-bas dans les villages ou à l'arrière-pays? C'est vrai, je vous n'ai pas corroboré la réflexion qui est la vôtre, que nos équipes, même sur le terrain, ont relevé ce fait. Qu'il y avait un fort manque de scrutateurs du côté des partis d'opposition, voilà, dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, et même en pleine capitale. Si déjà, dans mon quartier, je n'ai pas vu un parti d'opposition, comment, pour battre campagne, comment est-ce possible qu'il y ait un scrutateur de l'opposition dans mon quartier, en Gousso? C'est pour cela que je dis, il n'y a pas d'élément justificatif qui puisse permettre à un parti de dire que ceci est légitime ou pas. Parce qu'ils n'ont pas de scrutateurs sur le terrain.
Comment il faut donner le nom de parti? Parce qu'il y a un candidat. Non, je ne donne pas le nom de parti. Nous ne sommes pas ici pour stigmatiser, monsieur le maire. Non, comme dit l'opposition. Il y a un parti d'opposition qui a des scrutateurs partout. Vous connaissez un parti d'opposition qui a 31 000 scrutateurs, je suppose. S'il y en a pas, ça veut dire qu'il y en a un, celui au pouvoir qui en a, n'est-ce pas? Justement, et c'est pour cela que la légitimité ne peut venir que des institutions, c'est-à-dire ELECAM et le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'il faut conseiller et demander aux leaders politiques d'être fair play. C'est-à-dire, si vous n'avez pas déployé la logistique nécessaire sur le terrain... Alors vous avez perdu. Non, c'est pas que vous avez perdu. Vous n'avez aucun élément légitime. Qu'est-ce que vous en savez? J'en sais qu'il n'y a pas de représentants. C'est un raisonnement assez logique. Voilà, c'est un aveu que lorsque vous n'êtes pas là, on triche. Non, ce n'est pas danger. Je ne parle pas de tricherie ici. On est comme ça, on a quoi? S'il faut on n'est forcément pas dans un bureau de vote parce qu'on va tricher. On est dans un bureau de vote pour le vote si tout se passe de manière légale. Il n'est pas dit que parce qu'il n'y a pas de scrutateurs de l'opposition, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Je convoque ici l'aspect légitime que le docteur Badjek a convoqué, qu'il y aurait surtout dans tous les bureaux de vote des scrutateurs et même un parti politique qui aurait 31 000 scrutateurs. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est votre construit, hein? Non, je ne pense pas. C'est pas mon construit, c'est une réalité sur le terrain. Vous n'en savez rien. Et le seul moyen de rendre légitime une élection, ce n'est pas des scrutateurs. Dans n'importe quel pays au monde, et on n'a jamais dit que c'est les scrutateurs et les contrôleurs de vote qui rendent le résultat légitime. C'est les institutions. Les institutions, il faut leur faire confiance. Et je dis au peuple camerounais, au peuple profond, à la population, aux familles, qu'il faut faire confiance. Si un candidat est allé à l'élection, ça veut dire que le candidat a fait confiance aux institutions. Si aujourd'hui, le même candidat se lève et il dit que les résultats proclamés ou donnés par les institutions sont fausses, ça veut dire que c'est un imposteur. Il faut le dire clairement. Et on ne fait confiance, en République, on ne fait confiance qu'à la loi. La loi, c'est quoi? La liberté, c'est quoi? C'est faire ce que la loi dit et non pas faire ce qu'on a envie de faire. Et la loi, c'est quoi? C'est la loi incarnée par les institutions. Alors, nous avons donc ELECAM, nous avons le Conseil constitutionnel. Vous savez, au-delà du politique, il y a le peuple qui subit. Il subit soit en bien, soit en mal. Alors, il est important de souligner que la seule légitimité qu'on puisse convoquer ici, c'est les institutions. Et ceux qui les incarnent, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel et ses membres et l'ECAM. Il n'est pas question ici de dire que un parti politique, je ne sais pas si la loi le dit, peut-être Timothée Tombal me dit, a la légitimité de dire, s'il ne présente pas les preuves que dans un bureau de vote où il n'y était pas, de dire qu'il y a eu tricherie. Merci. Donc, moi, je m'adresse au peuple camerounais. Je demande au peuple profond, je demande aux familles de garder, de faire confiance aux institutions et de demander à la jeunesse de faire confiance aux mêmes institutions. Qu'un parent ne laisse ses enfants être entraînés par un discours quelconque. Parce que ce qui se passe dans les réseaux sociaux est fait à dessein pour soulever la jeunesse. Comme merci, merci pour vos propos responsables. Je me tourne vers M. le maire Niek. Alors, nous sommes là justement dans l'après et le spectre d'une contestation post-électorale assez rigide et plane. Et les acteurs politiques sont interpellés. L'échelle chrysogène du docteur Badjek nous rappelle justement ce qu'il ne faut pas faire, ou alors ce qu'il faudrait mettre en avant pour que le Cameroun ne bascule pas dans ce qu'on a pu constater dans d'autres pays. L'acteur politique que vous êtes, seriez-vous prêt justement à accepter des résultats autres que ce que vous escomptez, c'est-à-dire la victoire de votre candidat Issa Tchouina Wakari? Stéphane Baga, vous n'avez pas dit entièrement ce que le docteur Badjek a dit. Le docteur Badjek a dit qu'il faut qu'on évite la fraude. Je le rejoins dessus. Moi, je vous dis ça. Si on évite la fraude, il n'y a aucun problème à reconnaître la défaite de la victoire. Mais je parle des résultats qui sont pris pour le moment. En Europe, pour le moment, les résultats qui sont connus, c'est filmé, on dépouille, on écrit sur le tableau, les gens filment le tableau. Si le peuple est contraire à ce que tout le monde a vu, on fait quoi? Donc, moi, mon appel, c'est de dire aux institutions de tout faire
pour que c'est ce qui est dans l'urne qui soit sur le PV. Dans ces conditions, je pense qu'il y a un candidat qui ait quelque chose à revendiquer. Pas du tout. Mais il est arrivé plusieurs fois, Stéphane Barga, pour l'aligner aujourd'hui, que les gens qui ont voté, qui ont filmé le tableau, aient un résultat contraire à ce qui est sur le PV. Il est aussi arrivé, monsieur le maire, qu'on reprenne le vote ailleurs, quelque part, dans certaines circonscriptions. Nous disons donc la même chose. Oui. Et pour éviter ça, nous disons aux institutions d'abord de rester juste. Parce que le président Cameroun ne sera pas autre chose qu'un Camerounais. Que personne ne soit attaché à quelque chose en se disant que si tel arrive ou tel n'est pas là, je suis mort. Je ne pense pas qu'il y ait un candidat parmi les 12 qui en viennent à dire que comme vous ne m'avez pas voté, alors non, je ne pense pas. Donc moi, je voudrais appeler la sérénité. Mais cela, c'est des acteurs du processus électoral. Avant les hommes politiques. Les hommes politiques sont censés être partisans, tous, y compris moi. Les institutions qui sont en charge du processus électoral sont censées être neutres. Et dans ces conditions, si elles sont véritablement neutres, elles vont allier les hommes politiques. Parce que dans tous les cas, si je dis que j'avais 500 voix dans un bureau qui a 300 votants, je deviens ridicule. Tout à fait. Mais souvenez-vous qu'on a eu un résultat ici, ça a dépassé les 100%. C'est-à-dire les gens votent à 100, mais il y a au moins 102 voix. Nous avons connu ça, c'est pour ça qu'il faut en appeler à la responsabilité de tous les acteurs du processus électoral. Et bien sûr, avec les hommes politiques. Mais construire le fait que faites confiance, c'est-à-dire que même si on vous dit quoi, faites confiance, c'est injuste. Commençons par dire, non, c'est vrai, c'est injuste. Non. Commençons par dire aux gens qui sont... C'est une manière subtile de convoquer... non, je ne suis pas aussi bête que pour l'imaginer. C'est une manière subtile, monsieur le maire, c'est une manière subtile d'inciter les gens à la contestation puérile, sans aucune preuve. Si vous dites que les gens ont filmé les tableaux et que, à partir du fait qu'ils ont filmé les tableaux, ils ont le droit de contester un procès verbal, ça ne tient pas en République. Je ne l'ai pas dit. Merci. Je ne l'ai pas dit. Monsieur, vous n'allez pas je connais le jeu de la société civile très militante du RDPC. Je la connais, ce jeu-là. Je connais ce jeu-là. Non, j'en viens. C'est Van Barga. Je vous ai dit que il faut en appeler à la responsabilité des acteurs du processus électoral. Qu'ils soient justes, qu'ils soient neutres. Dans ces conditions, ils vont confondre les quelques voyous blancs qui vont prétendre être ce qu'ils ne sont pas. Mais s'ils sont injustes, je rappelle que comment les gens font pour avoir 20 cartes électorales, et les candidats détiennent les cartes électorales. Moi, j'ai vu tout à l'heure que quelqu'un en avait 20. C'est la vérité des faits. C'est ça qu'il faut condamner. Monsieur le maire, c'est permettez qu'il chute. Vous aurez la parole, Timothée Somba. Non, il faut qu'on... Je dis ceci. Oui. Si nous sommes justes, il n'y aura pas de problème. Mais ne demandez pas aux gens d'accepter l'inacceptable. Ce n'est pas appeler la révolte. J'ai dit, commençons par dire aux politiques, soyez responsables. Ça dit, si vous avez perdu, reconnaissez. Mais aux acteurs, dont Elie Kam et autres, dites-leur, soyez justes. Merci. Dans ces conditions, je ne pense pas qu'il y aurait un problème. Merci. Timothée Somba, vous vouliez réagir? La légitimation de l'élection repose sur l'application de la loi. Tout à l'heure, j'ai évoqué les chiffres. C'est un chiffre qui circule sur les réseaux sociaux. Et nous avons tout fait de fustiger le maire de Mbalmayo. Non, on a fait un constat, personne ne l'a fustigé. Qui n'a violé aucune loi. Très bien. Il n'a pas publié de résultats. Il a fait une évocation des tendances. Et la loi électorale, tout comme le code pénal camerounais, n'interdisent pas la publication des tendances. Auquel cas, l'article 113 du code électoral ne servirait à rien. D'accord. Mais si vous voulez publier la tendance, c'est mieux d'avoir le document qui est le PV. Parce qu'avec le PV... Le maire avait un document sur lui. Non, le maire a fait une évocation. Il n'a pas publié de résultats. Il a dit 75%. Il a dit, nous sommes autour de 75% au-delà de nos attentes. Voilà. Au vu du dépouillement et des chiffres qui sont affichés sur le tableau. Mais il ne faut pas... Mais il a interdit aux autres de le faire. Non, monsieur le maire, vous ne me comprenez pas. Ce qui est interdit, c'est la publication anticipée des résultats. Mais la publication des tendances est légale. Ok. Très bien. Par contre, la publication des tendances par voie de presse, dont vous et moi, c'est elle qui pose problème. Parce que la voie de presse laisse déjà un document écrit qui peut être utilisé contre le PV. Oui. Mais évoquer les tendances avec des chiffres, ça ne pose pas un problème. Donc le maire de Mbalmayo n'a pas commis de faute. Surtout que, ne donnons pas l'impression aux téléspectateurs qui nous écoutent que le vote relève de la magie.
La aussi. victoire repose sur des indicateurs vérifiables, palpables. Voilà. Tout à l'heure, lorsque je regardais le vote avec le vote du chef de l'État, avec mon épouse à la maison, je lui ai dit, mais pourquoi quand le président de la République vient voter, il prend encore les 12 bulletins? C'est à qui que lui va voter le RDPC? Il devrait prendre un seul bulletin. C'est le bulletin. Non, il est candidat. Sauf si il va voter un autre candidat. Il y a des candidats qui étaient là. Ils ont donc candidaté. Pourquoi? Bref, c'est pour dire que il y a des... C'est bien qu'il y a des candidats qui avaient leur bulletin mais qui n'ont pas voté, qui ne sont pas votés, non? Non, oui, mais ils se sont rétractés à temps. À Teki Kakson, à Kenemuna, qui ont coalisé avec Bello Bouba. Oui. C'est pour dire que la victoire repose sur des indicateurs vérifiables. Lorsque quelqu'un vous dit, en termes de maillage territorial, parce que c'est beau d'avoir un discours, c'est beau d'avoir un discours, le programme et tout, mais encore faut-il le diffuser. Lorsque quelqu'un vous dit que pour diffuser le discours, il faut faire opérer un maillage territorial. Quelqu'un vous dit, chiffre de la campagne, j'ai fait 10 meetings régionaux, 58 meetings départementaux, plus de 58 meetings départementaux, 360 meetings communaux. Et j'ai parcouru 13 000 villages pour faire le porte-à-porte. Celui qui vous le dit, vous démontre qu'il a parcouru tout le Cameroun. On peut le faire sans projet qui captive. Stéphane Barga. Celui qui vous le dit, ce n'est pas pour rien que je ne cite pas le nom d'un parti. Oui, c'est une fiction. Voilà. Celui qui vous le dit... Moi, il y avait des qui sont arrivés dans mon village. Celui qui vous le dit, laisse subodorer qu'il a parcouru tout le Cameroun. Et que si son message est bon, il va captiver plus que celui qui a fait 7 meetings dans cette grande ville. Et s'il te plaît, il peut ne même pas avoir un message. Donc, mais aller au contact maintenant, il y a ce qu'on appelle le sommier politique. Oui. Ce que je qualifie toujours, de socle de certitude. J'ai toujours fustigé le fait que, et là je vais citer, que le RDPC soit le seul parti politique qui communique sur son sommier politique. On a tel nombre de militants. Pour l'inscription, les campagnes d'inscription sur les listes électorales, on a accompagné tel nombre de Camerounais à s'inscrire. J'aimerais bien que le STF, que le PCRN, que le MCNC, que l'UMS et TCRA nous citent aussi. Vous avez combien de militants? 1000, 10 000? Parce que quand quelqu'un se lève et il vous dit... Si ce n'est pas dans leur stratégie, tu fais quoi? Quand quelqu'un se lève, là c'est pas la stratégie, ça relève de la transparence. Non, parce qu'on parle, c'est Fan Barga, nous parlons de quoi? Vous parlez de la légitimation des résultats. Oui. Celui qui vous dit, et que personne ne conteste, les dire que j'ai 5 millions de militants, avec une base de 1 200 000 de votes certains, c'est-à-dire les responsables politiques de mon parti. Ça veut dire qu'avant même qu'on aille dans les urnes, il peut déjà avoir 2 millions de votants sur les 8 millions. Comment vous allez faire pour délégitimer sa victoire au cas où il est vainqueur à la fin? C'est parce que l'élection présidentielle relève de l'arithmétique juridique. Ce n'est pas la magie. Il n'y a aucune magie dans l'urne. On a vu les gens se mobiliser. Maintenant, il y a l'élément nouveau qui fait qu'un candidat peut arriver, n'ayant pas tout ce maillage, mais ayant son aura, il enfoule les foules, il appâte les cœurs, il séduit l'électorat et fait une percée remarquable. La difficulté avec ce candidat, c'est que il sera le moins à même à fournir les indicateurs a priori de sa victoire. Et c'est donc là qu'on aura l'arbitre suprême. Qui est qui? La loi et les institutions. Parce que les institutions sont là pour protéger les plus faibles. En face, on a un mastodonte qui, fort de ses chiffres, peut dire que c'est moi qui ai gagné. Si ce n'est pas lui qui a gagné, il faudra que les institutions qui sont là pour protéger les faibles disent au mastodonte que malgré tous tes chiffres, nous, les chiffres que nous avons disent que c'est le faible là, même comme il n'a pas fait le tour du Cameroun comme toi, qui a gagné. Et c'est en cela que je rejoins le maire Ignek et le docteur Ivuna sur la responsabilité axiomatique
des institutions qui de plus en plus doivent briller par l'excellence et la neutralité, c'est-à-dire le volet républicain de leur travail. Parce que veut dire républicain? Non, tu veux te faire, merci. C'est celui qui On va prendre est tout le temps. des partis politiques. Merci. Docteur Badjek, je me tourne vers vous. L'aspect évoqué par M. Somba sur ce plateau, inhérent à la responsabilité justement des institutions, devrait aussi vous faire réagir, ne serait-ce qu'au niveau de l'échelle chrysogène. Comment est-ce que la responsabilité des institutions s'aborde en pareille circonstance? Elles qui parfois sont soupçonnées d'avoir certaines accointances avec le régime en place. En 3 minutes, puisque le temps va nous manquer. 3 minutes déjà, je ne vais pas redire ce que Timothée a dit tout à l'heure parce que je fais chorus avec ce qu'il a dit. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure, même avec le maire Niemek et M. Vouna, qu'il fallait la responsabilité. Je pense que c'est le maître mot qu'on devrait retenir. Il y a donc la responsabilité de tous les acteurs, n'est-ce pas, qui sont dans ce processus. 2, la limitation, l'éradication totale de la fraude. Et 3, n'est-ce pas, une sincérité et savoir se projeter aussi dans l'avenir. Pensez que le Cameroun ne s'arrête pas aux élections aujourd'hui. Pas du tout. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit... Nous contribuons, nous tous, à la fabrication du développement du Cameroun. Donc, ce que je voudrais dire, c'est une prise de conscience que chacun devrait avoir. Je crois que c'est là où le patriomètre devrait saturer. Merci. En ce moment, Stéphane, et qu'on appelle vraiment, c'est un appel de cœur. Je retiens quand même cette phrase du président Biya qui disait que on ne sait pas quand est-ce que une guerre, on sait quand est-ce qu'une guerre commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on la termine. Non, nous sommes tous Camerounais. Soyons sincères, laissons les urnes parler. Et accueillons le futur président en lui apportant chacun en ce qui le concerne toute sa contribution. Merci. On va dire 1 minute 30 pour tous les autres. Jean-Dieu Vouna, alors, il est prescrit comme une ordonnance, une approche patriotique lorsque l'on va justement entrer dans la longue attente pour les uns et l'impatience pour les autres. L'intérêt supérieur de la nation est non négociable. Oui. Et c'est le cas à nous, peuple camerounais, de prouver que nous sommes matures. Que nous n'avons pas eu une opposition bête. C'est maintenant de prouver à ceux qui nous ont traités d'avoir une opposition bête, de prouver que nous avons une opposition intelligente. À nos institutions, nous disons, soyez dans l'impartialité. Au parti au pouvoir, nous disons, soyez, et à tous les acteurs politiques, leaders politiques des 11, soyez fair play, afin que seul le Cameroun triomphe. Merci. Monsieur le Maniac. Stéphane Barga, je ne serai pas long outre mesure. Je voudrais simplement dire ce que j'ai redit avant. La balle est dans le camp des institutions. Absolument. Si elles sont justes, le reste va se passer sans anicroche. C'est le dernier secours. Maintenant, pour les autres, il suffit d'avoir un minimum de respect pour son peuple, pour savoir que le président Biya n'est pas éternel. Personne n'est éternel. Le Cameroun va continuer malgré tout, envers et contre tous. Le Cameroun passe avant nous tous. Merci. Timothée Somba, 1 minute 30. Malheureusement, maintenant, nous sommes dans la gestion des conséquences. Vous avez appris ce qui s'est passé à l'ambassade de Côte d'Ivoire, où des électeurs voulant assister au dépouillement ont cassé le portail de l'ambassade. Donc, l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. Ça veut dire que l'ensauvagement a commencé. Et l'ensauvagement vient d'où? C'est la présomption de discrédit des institutions que certains candidats non-consentement ont commencé à propager. Justement. Là, maintenant, le gouvernement est obligé de gérer les échauffourées qui ont commencé. Donc, je pense que l'heure de l'idéalisme, malheureusement, est dépassée. On est dans la gestion, parce qu'on est déjà dans la crise. Non, on n'est pas dans la crise. On n'est pas dans la crise, Timothée Somba. Il y a eu échauffourée en Côte d'Ivoire, mais on n'est pas dans la crise. Stéphane, c'est un marqueur très important. Attendez, le non-consentement aux institutions est un marqueur rédhibitoire. Voilà. N'est-ce pas, au niveau chrysogène. Merci. Donc, aujourd'hui, l'enjeu repose dans la rhétorique gouvernementale. Je suis d'accord avec Lomeniek sur cet aspect. Il y a un ministre qui a radicalisé un opposant. Et l'opposant lui a lancé un défi. Je suis tel, je suis dans telle ville, venez m'arrêter, vous saurez qui je suis dans ma ville. Ça, c'est très rédhibitoire pour la paix sociale. Donc, je pense que demain matin,
le gouvernement, cette fois-ci par le biais de son porte-parole, doit faire une sortie. Tout à fait. Une sortie d'apaisement, si possible, entrer en contact avec cet opposant pour que lui aussi fasse une sortie d'apaisement. Parce qu'il est séquestré pour le moment, qu'on le libère. Merci à vous, cher monsieur. Voilà ce que l'on pouvait dire. Lorsque l'on évoquait. Oui, vraiment, quelques tiers de seconde pour dire que on ne peut pas occulter l'influence des enjeux géopolitiques dans un processus électoral. Elles seront évoquées en temps opportun, cher Timothée et Somba. On vous dit merci. Merci d'avoir regardé ce plateau spécial qui nous mettait justement dans le bain de l'avant et de l'après élection présidentielle au Cameroun, puisque nous sommes désormais dans l'attente des résultats. La présidentielle aussi sera au cœur de l'actualité dans presque 6 minutes sur Info TV en langue de Shakespeare. Justement, Patience Chintum sera là. Aussi, Karen Okomo pour la langue de Molière, pour vous porter vers la connaissance de ce qui s'est passé dans le Cameroun profond aujourd'hui, puisque justement, nous avons des correspondants dans les 10 régions qui vont vous relayer tout ce qui s'est passé en ce jour spécial, jour de vote. Si vous n'êtes pas sur Info TV, où êtes-vous? Bien le bonsoir.